Eh bien, ce soir, on a l'honneur d'être avec le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC. Il y a des discussions pour savoir si c'est Anderson Silva, si c'est John Jones, mais 70% des spécialistes du MMA vous diront que Georges St-Pierre est vraiment le plus grand combattant de l'organisation la plus prestigieuse des sports d'arts martiaux mixtes. Bonsoir Georges. Bonsoir. Alors, tu es en France pour promouvoir ton livre en ce moment. Oui, je suis en France pour le lancement de mon livre. Le sens du combat. Exactement. Le MMA va devenir légal en France, alors c'était la parfaite occasion pour moi de venir ici et faire le lancement de mon livre. Très bien. Donc dans ce livre, en fait, tu nous racontes un petit peu ton parcours, tu nous expliques en fait quelles qualités t'ont permis d'arriver au niveau auquel tu es arrivé, c'est-à-dire au pinacle du niveau en MMA. Donc dis-nous un petit peu plus. En fait, je parle de mon enfance, des obstacles que j'ai eus dans ma vie et comment que j'utilise la peur et comment j'utilise la peur pour faire en sorte que ça me rende plus fort. C'est un livre que pas besoin d'être un combattant pour pouvoir s'en servir, l'apprécier. Ouais. On peut l'apprécier tout en ayant un autre style de vie. Alors, je sais qu'il y a une histoire qui est assez mythique à ton sujet. Je sais que quand tu étais à l'école, tu te faisais un petit peu, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'étais victimisé. Tu étais victimisé par des gens qui se comportaient mal à l'école avec toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que tu es devenu le combattant connu que tu es, ces personnes ont cherché à reprendre contact avec toi? Il y en a quelques-uns. Oui, quand j'étais jeune, j'étais victime d'intimidation. Je me faisais battre environ chaque semaine à l'école. C'était vraiment pas facile. Par contre, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'ai utilisé ça pour justement mon vécu, je l'ai utilisé, ce que j'ai appris pour ma carrière dans le futur. Alors, c'est des fois, quand il y a des choses mauvaises qui se passent dans la vie, bien, ça peut tourner en positif dans le futur. Donc ça, c'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas juste pour les combattants de MMA, c'est vraiment une leçon de motivation. Exactement, c'est une leçon de motivation, c'est une leçon aussi quand il y a des mauvaises choses dans la vie qui vous arrivent, bien, on peut se servir de ça pour grandir et vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, en fait, comment tu as réagi quand tes anciens bourreaux sont venus, ont cherché à te rencontrer? En fait, je suis pas quelqu'un de rancunier. Ouais. Il y en a un que j'avais rencontré, je conduisais ma voiture. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au coin d'une rue, à une lumière rouge, et quelqu'un qui demandait de l'argent. Il était dans la rue, il demandait de l'argent. Et puis, quand j'ai baissé la fenêtre de ma voiture, parce qu'il s'adressait à moi, je l'ai reconnu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis garé sur le côté. Et là, lui, il s'est mis à avoir peur parce qu'il m'a reconnu aussi. Et c'est quelqu'un, quand j'étais jeune, qui me frappait dans l'autobus. Alors, je suis allé le voir. Et lui, c'était à l'époque quelqu'un qui était très populaire, qui était grand, il était un petit peu plus vieux que moi. Et puis, je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui ai dit, t'es quelqu'un que, quand j'étais jeune, tout le monde voulait être comme toi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, il y avait un environnement très instable dans sa vie. Son père le frappait et tout. Donc, la façon qu'il a appris à communiquer avec son père, c'est de la façon qu'il communiquait avec moi à l'école. Donc, c'est pas que c'était une mauvaise personne, c'était dommage collatéral, en fait. Alors, bon, je lui ai parlé, je lui ai dit, redresse-toi, t'es quelqu'un, tu vaux mieux que ça, tu peux faire ce que tu veux dans la vie et tout. J'ai donné l'argent que j'avais dans les poches au moment. Et puis, il a été surpris parce qu'il pensait que j'étais probablement fâché ou que j'aurais voulu prendre ma revanche, mais ça n'a pas été le cas. Et je suis reparti. Et plusieurs semaines après, mes parents m'ont raconté que quelqu'un est venu cogner à la maison où mes parents vivent pour parler avec moi. Et bien sûr, j'habite plus chez mes parents maintenant. Oui. Et c'était ce mec-là. Et il a dit à mes parents de me faire un message parce qu'il voulait me remercier, parce que à cause du discours que j'y ai fait, maintenant, il y a un travail, puis sa vie va mieux. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Bah, évidemment. Alors, par rapport à ton enfance, donc du coup, est-ce que c'est ces petits problèmes que tu as pu rencontrer à l'école qui t'ont poussé à te mettre aux arts martiaux? En fait, oui, j'ai commencé à faire des arts martiaux parce que j'étais victime d'intimidation.
Tu as commencé par le karaté, genre? J'ai commencé par le karaté Kyokushin. J'ai commencé à m'entraîner pour pouvoir me défendre. Ensuite, ça a été un moyen de self-defense et c'est devenu une passion, un plaisir. J'ai grandi dans un environnement qui était difficile. Je me faisais battre à l'école et puis même à la maison, chez moi, on avait des problèmes. La vie n'était pas facile. Mon père buvait beaucoup d'alcool et tout. Et maintenant, je suis très fier de lui parce qu'il a arrêté il y a plusieurs années. Et puis, pour moi, c'est un modèle. L'alcoolisme, c'est quelque chose de très difficile à s'en sortir. Et puis, lui il l'a fait. Donc, pour moi, c'est un modèle à suivre aussi. Et donc, la vie à l'école était difficile. La vie à la maison était difficile. Le seul endroit où j'étais bon, c'était à l'entraînement au karaté. C'était l'endroit où je pouvais me faire valoir, où je me sentais bien. Donc, à cause de ça, j'ai développé une passion et je commençais à faire des compétitions et collecter des médailles en karaté. Quand j'ai vu Royce Gracie gagner le premier Ultimate Fighting Championship, j'ai tout de suite été inspiré par sa victoire. Parce qu'à l'époque, quand il compétitionnait, il n'y avait pas de catégorie de poids. C'était quelqu'un qui était beaucoup plus petit que ses adversaires. Bien sûr. Et beaucoup moins intimidant. Alors, en le voyant gagner le premier UFC, ça m'a tout de suite fait penser à moi quand j'étais jeune et je me faisais tabasser à l'école. Je me faisais frapper par des gens qui étaient plus gros, plus intimidants. Mais lui, contrairement à moi à l'époque, il gagnait ses combats. Et puis, j'ai vu ça comme une source d'inspiration. J'ai vu ça comme quelqu'un que je voulais devenir, que je voulais être. Alors, tout de suite, je me suis tourné vers le MMA. J'ai commencé à apprendre le jiu-jitsu brésilien, la lutte olympique, la boxe anglaise. Et j'ai commencé mon entraînement au MMA dès l'adolescence. D'accord. Et depuis ce temps-là, j'ai rencontré Christophe Midou, qui est devenu mon mentor, qui est un Français d'origine. Et à cause de lui et de plusieurs autres personnes, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés dans ma vie, ça a fait en sorte que les étoiles étaient bien alignées et que je suis devenu champion. Alors, la question que j'ai pour toi, Georges, c'est que très franchement, pour suivre l'UFC quasiment depuis le début, c'est qu'on n'a jamais vu un combattant aussi complet que toi. C'est-à-dire que tu es bon debout, tu es bon en lutte, tu es bon sur ton dos, au sol, en jiu-jitsu brésilien. Raconte-nous un petit peu comment tu penses que d'où tu penses que ton succès vient. Comment ça se fait que tu es aussi complet? Comment ça se fait que tu as réussi à développer des qualités aussi importantes dans chacun des domaines du combat du MMA? En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai eu du succès dans la vie. C'est sûr que la première raison, il y a un côté génétique. Je suis un bon athlète. Si j'étais né avec un handicap, j'aurais jamais pu être un athlète. Heureusement pour moi, je suis un bon athlète. Déjà là, en partant. Aussi, je travaille très fort. Quand j'ai un but en tête, je suis obsédé. Je fais on appelle ça en anglais, le OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Quand j'ai quelque chose dans la tête, il n'y a rien d'autre. Trouble obsessionnel. En fait. Trouble obsessionnel. Quand je veux quelque chose, je suis excessif. Donc, mon côté excessif, je l'ai mis dans le MMA. Au lieu de le mettre dans l'alcool, dans d'autres trucs qui pourraient me causer des problèmes quand j'étais jeune, je l'ai mis dans le sport. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ma vie qui m'ont appris, des mentors, des super mentors qui ont changé ma vie. Il y a un côté de chance. J'ai travaillé fort, j'avais une bonne génétique aussi. J'ai un côté de chance. J'ai rencontré du bon monde et j'ai été au bon moment, au bon endroit. Alors, je pense que tout ça ensemble ont fait en sorte que j'ai pu devenir champion. Pour moi, l'art du combat, c'est l'art de la guerre. Ouais. Le savoir est une arme et le savoir, c'est la chose la plus importante. Alors, pour moi, c'est important d'apprendre différentes techniques de combat parce que plus on est complet, plus on est capable de devenir le parfait némésis à notre adversaire. Exactement. Très bien. Écoute, Georges, tu sais qu'en France, le MMA vient d'être légalisé. Donc, probablement, l'UFC va organiser un événement à Paris dans les mois à venir, probablement l'année prochaine. Il y a déjà des dates à Paris. Il y a déjà des dates, ouais. Et quel serait ton message pour tous les détracteurs du MMA en France qui trouvent que le MMA, c'est un sport qui est animal, sauvage, qui n'a pas lieu d'être? C'est un sport violent. C'est un sport très violent même. Ça, on ne peut pas se le cacher. C'est pas une forme de divertissement qui est fait pour tout le monde.
Par contre, ça va avec l'éducation un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu mon premier combat à Montréal avec l'UFC, je me rappelle, je défendais ma ceinture. Je voulais reprendre ma ceinture contre Matt Serra. Matt Serra, ouais. Ça a été le premier événement du UFC à Montréal. Et je pense même au Canada. On va rappeler juste pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, tu avais perdu contre Matt Serra alors que tu étais le grandissime favori. Et Matt Serra était vraiment l'outsider, très très loin classé dans les rankings et qu'il a réussi un petit peu par surprise. C'était vraiment un choc pour tout le monde à te battre. Exactement. Et là après d'autres victoires, j'ai eu un combat revanche contre Matt Serra qui était champion. Et c'était à Montréal. Et quand c'est arrivé, ça fait environ 10 ans, plus ou moins, le sport n'était pas très connu au Canada. Il y avait une mauvaise réputation, un peu comme c'était en France, un peu comme c'est en France aujourd'hui. Et je me souviens que j'avais gagné le combat, j'étais devenu champion, j'ai repris mon titre à Montréal. Et le lendemain du combat, il y avait un article dans le journal, en première page, moi comme ça en train de frapper Matt Serra, en première page, la photo. C'était écrit en anglais « Les barbares ont battu le record d'assistance de l'équipe du Canadien de Montréal », parce que chez moi, le hockey sur glace, c'est le sport le plus populaire, mais on a battu le record d'assistance. Tu as fait la plus grosse audience, tu as rempli le plus gros stade possible que l'équipe de hockey. Exactement. Donc, j'ai gardé même cet article-là parce que ça me faisait rigoler. Et maintenant, les gens qui ont écrit cet article-là, ceux qui m'insultaient, qui me donnaient beaucoup de critiques à l'époque, maintenant, c'est eux qui m'appellent pour avoir des entrevues. C'est eux qui me supplient. Hey, est-ce qu'on peut avoir une entrevue? Donc, la roue tourne. Et ça passe par l'éducation. C'est normal qu'à première vue, moi, j'ai été élevé dans les arts martiaux, donc je comprends comment ça se passe depuis très, très longtemps. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui voit ça à première vue, peut-être qu'il voit ça comme une bagarre de ruelle. Et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas éduqués sur ça. Exactement. Ça prend de l'éducation pour pouvoir apprécier ce qui se passe. Moi, le foot, votre sport national, je ne connais pas vraiment le foot. Et chez moi, c'est pas très populaire non plus. Par contre, ça devient de plus en plus populaire. On n'apprécie pas le foot à la même grandeur que vous le faites ici. Parce que pour nous, au foot, normalement, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a 1 but, 2 buts, 3 buts par match. C'est ça, ouais. C'est ennuyeux pour nous parce qu'on ne connaît pas ça. Mais maintenant, moi, j'apprends à connaître le foot de plus en plus. Maintenant, j'apprécie pas seulement les buts, mais j'apprécie les jeux de passe et l'habileté des joueurs. Je trouve ça exceptionnel. J'ai même eu la chance d'aller voir des matchs en live. Et puis maintenant, ça a changé ma perception du foot. Le MMA, c'est la même chose un peu, si je fais un parallèle. Les gens voient pour la première fois un combat, ils vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont rejeter ça du revers de la main, ils vont dire « Ah, la boxe anglaise, c'est beaucoup mieux ». Mais un coup que tu commences à être éduqué et comprendre ce qui se passe, parce qu'au sol, il y a beaucoup de techniques. Oui, les gens se font frapper au sol, mais ça veut pas dire que celui qui est en dessous est en train de perdre le combat. Non. Exactement. Mais la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc, ça passe par l'éducation. Et comme je vous dis, c'est sûr que c'est pas une forme de divertissement qui est fait pour tout le monde. C'est violent. Comme le rugby, comme la boxe anglaise, c'est un sport qui est violent. Mais ça gagne à se faire connaître et ça passe par l'éducation. C'est une très bonne réponse, Georges. J'aimerais revenir un petit peu sur ta carrière. Alors moi, il y a un combat qui m'a vraiment marqué dans ta carrière. Je dois avouer que tu as affronté mon combattant favori, qui était Nick Diaz. Ah. Et tu as toujours montré que tu étais un gentleman, en fait, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, même face à un adversaire qui pouvait être insultant, qui pouvait être irrespectueux. Tu as toujours été un espèce de modèle de bonne conduite qui peut inspirer un petit peu les gens en France qui pensent que justement c'est des barbares. Non, vous êtes, la majorité des combattants sont des gentlemen. J'aimerais en fait te demander quel combat t'as le plus marqué dans ta carrière? Il y a plusieurs combats qui m'ont marqué pour différentes raisons. Le plus beau souvenir que je garde de ma carrière, c'est mon combat à Montréal. Parce que c'était la première fois que je pouvais me battre devant ma famille, devant mes parents. Rappelle-nous contre qui? Contre Matt Serra. Contre Matt Serra. Et c'est la première fois qu'il y avait un UFC en sol canadien. Donc, pour moi, c'était quand même exceptionnel. Et tu reprends ta ceinture en plus. J'ai repris ma ceinture et je revenais d'une défaite qui était humiliante pour moi. Et j'ai appris beaucoup de mes défaites. J'ai appris... je pense pas qu'on doit juger une personne pour
pour ses défaites ou pour ses victoires, mais souvent, on peut juger une personne, comment il va revenir d'une défaite. Exactement. Et ça montre beaucoup de force de caractère. Exactement. Et je pense que pour moi, c'est très satisfaisant, cette victoire contre Matera, parce que c'est ce que je démontre dans ce combat-là. Et après, un autre, ça c'est pour la satisfaction personnelle, et un autre combat que tu voudrais ressortir de ta carrière? Il y a un autre combat. Moi, j'ai eu ma victoire contre Matthews que j'ai bien aimé. C'était la première fois que je gagnais le titre. Par contre, j'étais jeune et naïf à l'époque. Et quand j'ai gagné le titre, ma vie a changé, ma vie a basculé soudainement. Et puis, je me suis fait un peu monter la tête, si on veut. Et ça arrive à plusieurs athlètes. Comme à Conor en ce moment. Oui, mais j'ai jamais été en public quelqu'un qui manque de respect ou quelqu'un qui est arrogant. Mais je me suis enflé la tête d'un sens que je commençais à croire vraiment que j'étais le meilleur. Ouais. Même si pour moi, être le meilleur au monde, ça n'existe pas. Ouais. Pour moi, être le meilleur au monde, ça n'existe pas parce que peu importe comment bon tu es, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir te battre. Je donne un exemple. C'est comme dans tous les sports, le combat, c'est la même chose. Au foot, c'est pas nécessairement la meilleure équipe qui gagne le match. Exactement. C'est l'équipe qui, le soir du match, va jouer le meilleur match, qui va gagner le match. Et c'est la même chose. Les gens croient qu'en combat, c'est différent. C'est pas toujours le mec le plus fort qui gagne le combat. C'est le mec que, le soir du combat, il va faire le meilleur combat. C'est lui qui va gagner. Avec la meilleure stratégie aussi. Exactement. Ça veut dire que peut-être 9 fois sur 10, tu vas arriver à gagner contre ton adversaire, mais cette soirée-là, c'est une mauvaise soirée pour toi. Il va te battre. Alors, être champion, pour moi, la définition d'être champion a beaucoup changé selon mon expérience. Être champion, c'est d'être capable de performer quand ça compte. Ouais. Beaucoup de gens qui peuvent performer dans les salles de sport, à l'entraînement, mais le soir du combat, le trac, la peur... Tu sais, on dit il y a les champions du sparring. Il y a ces combattants qui, en salle, au moment de faire du sparring, quand ça compte pas, sont extraordinaires. Exact. Le soir où il y a les lumières qui sont les caméras braquées sur eux, c'est plus les mêmes combattants. Exactement. Toi, tu as toujours réussi à performer quand ça comptait. Et je suis bon à performer quand ça compte, exactement. Ouais. Je suis à l'aise. À l'aise, non, mais je suis bon quand j'arrive à performer. Quand il y a la peur, le stress, c'est quand je performe à mon meilleur. Alors, on va passer sur une question qui fâche peut-être un petit peu. Qu'est-ce que tu voudrais répondre aux gens qui disent que tu es un meilleur athlète, que tu es un meilleur combattant? Je pense qu'ils ont raison. Je suis un meilleur athlète que combattant. Et je vais dire en toute vérité, je déteste me battre. La raison pour laquelle je me suis battu, c'est pas parce que j'aime me battre dans une cage. Je me suis battu pour 5 choses. Il y avait beaucoup d'argent à faire, la gloire, le respect. Il y avait les femmes. Aussi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était ça qui nous motivait, pour être honnête. Et aussi, il y a la liberté. Oui. La vie que j'ai beaucoup de liberté. Mais pour avoir ces 5 choses-là, je dois combattre. Ouais. Mais j'ai jamais aimé me combattre. Les gens vont dire, c'est un peu ridicule comme raisonnement, mais si vous y pensez vraiment, tout le monde qui travaille, il y a un pourcentage de leur travail qu'ils n'aiment pas. Il n'y a pas de travail parfait. Il y a peut-être 5 de ton travail que tu détestes, peut-être 10 peut-être pour certains 80 de leur travail, mais c'est jamais à 100 Pour moi, pour mon travail, souvent, je combattais 2 fois par année. Oui. Alors, il y a 365 jours dans une année. Alors, c'est moins de 5 c'est moins de 3 Alors, c'est quand même un bon pourcentage. Exactement. Donc, le fait de me battre me permettait d'avoir une vie de rêve, comme je l'ai toujours rêvé. Alors, c'est pour ça que je combats. J'aime l'entraînement, j'aime le côté méthodique de l'entraînement, le jeu d'échecs de la chose. J'aime la liberté que ça me procure, l'accès à certaines choses que les personnes normales n'ont pas. Ça, c'est un avantage, la qualité de vie que j'ai. C'est sûr que ça peut aussi tourner en cauchemar. Hein? Il y a des combattants qui, eux, ils peuvent se faire blesser et tout. Il y a un risque à prendre. Mais je suis prêt à prendre le risque. Et pour avoir la vie de rêve que j'ai eue, j'ai dû prendre un risque et me battre. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Alors, Georges, j'ai une question toute bête, mais on est obligé de te la poser. Est-ce que tu es vraiment retraité? Je suis vraiment retraité.
Il y a beaucoup de questions qui circulent, beaucoup de est-ce que tu veux revenir? Je suis heureux où je suis en ce moment. Parce qu'on va rappeler que tu avais pris ta retraite en 2013 après ta défense contre... J'avais pas pris ma retraite. Tu avais dit que tu avais besoin d'un petit peu prendre de temps. Parce que j'étais en dépression. Je me prenais la tête avec l'UFC pour le dopage, pour les tests d'antidopage. Je trouvais qu'il y avait trop de monde qui trichait dans le sport. Et j'avais raison. On a vu ce qui est arrivé après. Avec l'USADA. Avec l'USADA. Il y a plusieurs champions qui ont tombé. Mais moi, je le savais il y a longtemps. Parce que quand on est dans le sport, on voit vraiment ce qui se passe. C'était dégueulasse. On va rappeler que tu défends ta ceinture contre Johnny Hendricks, que tu avais demandé certains tests antidopage qui devaient être appliqués, que l'UFC n'a pas forcément voulu. C'est ça? Exactement. J'étais à l'époque dans une période de stress. J'avais trop de pression. J'ai eu trop de pression pour trop longtemps. Être champion, ça a un prix à payer. Bien sûr. J'avais du stress. Ce que je déteste, j'ai toujours détesté le plus dans mon sport, c'est le stress. Le stress est insupportable. La peur de l'humiliation, la peur de ne pas pouvoir performer, de se faire blesser, la peur d'avoir travaillé si fort pour à la fin arriver et de perdre. Ouais. C'est ce qui est vraiment insupportable. C'est ce que je parle dans mon livre, c'est comment faire pour tourner cette peur-là en côté positif. Ouais. Maintenant, je sais que avec cette peur, c'est avec ça que je performe à mon mieux, mais s'il y a des trucs qu'on peut se servir pour tourner la peur. La peur, ça peut être quelque chose qui nous paralyse, ça peut être quelque chose qui nous fait mal performer, mais aussi ça peut être quelque chose qui peut être bien. Qui te motive. Qui nous motive, qui nous donne la force, quelque chose qui fait en sorte que notre temps de réaction, notre temps de décision devient plus rapide. Ouais. Alors, ça peut être une bonne chose aussi. Parce qu'on va rappeler pour nos téléspectateurs, c'est que tu prends ta retraite. Alors, tu prends une pause en 2013 après ton combat contre Johnny Hendricks, défense de titre, et tu reviens en 2017, 4 ans après, et tu prends la ceinture des poids moyens à Michael Bisping. Exact. Donc, il y a beaucoup de rumeurs, tu le sais très bien, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que, éventuellement maintenant, Dana White, donc le patron de l'UFC, serait enclin à organiser le combat rêvé par tous les aficionados des arts martiaux mixtes, qui serait un combat Khabib Nurmagomedov contre Georges Saint-Pierre. Est-ce que si les conditions sont réunies, c'est-à-dire on te donne suffisamment financièrement une bonne bourse pour revenir affronter Khabib, est-ce que tu serais prêt à revenir pour faire ce combat? Écoutez, nous avons essayé d'organiser ce combat-là avant que j'annonce ma retraite. Tout était en place. On a même organisé avant le combat de Khabib contre Conor McGregor. C'était à quel poids? On a demandé à l'UFC de le faire à 155. Ils ont refusé. Après, on a dit on va le faire dans un catchweight. Comme ça, si advenait l'éventualité que Khabib perd, ben il perd pas sa ceinture. Il perd pas sa ceinture, alors il n'y a pas de problème. Les UFC ont catégoriquement refusé. Ils ne voulaient rien savoir. Ils disaient qu'il y avait d'autres plans pour Khabib. Et j'arrive à comprendre pourquoi aussi. C'est normal, c'est un risque qu'ils ne veulent pas prendre. Ils auraient fait ce combat peut-être juste pour un coup d'argent, parce que ça aurait amené beaucoup de monde à le regarder avec la télé à la carte. Par contre, maintenant, ils ont fait un deal avec ESPN Disney qui a changé tout. Depuis que j'ai pris ma retraite, la structure a changé. On va expliquer grossièrement, l'UFC n'est plus vraiment dépendant du nombre de pay-per-view qui sont vendus. Exact. Ils ont un revenu fixe qui est assuré par ESPN, et donc les chiffres des pay-per-view ne sont plus si importants que ça. Donc la stratégie était que quand Khabib se bat contre Conor, et si Khabib gagne le combat, après il prend le micro, il pouvait dire hey, je veux me battre contre JSP parce que Khabib voulait se battre contre moi. Il le veut toujours. Oui, et moi je voulais me battre contre Khabib. Alors la pression des fans, parce que l'UFC dit toujours que leur priorité numéro 1, c'est les fans. Exactement. Donc ils n'auraient pas eu le choix d'organiser le combat quand c'est arrivé. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu la bisbille après le combat et tout. Oui. Ouais, il y a eu des suspensions et tout. Et là, ça l'a tout gâché. Ouais. C'était pas prévu dans le plan. Malheureusement, les choses ont changé. Et puis là, je pense que les chances sont très minces pour le combat avec Khabib. Dana White a quand même dit qu'il était enclin à l'organiser récemment. Je pense qu'il est enclin à l'organiser. Je pense que Dana White change souvent d'idée. Et Dana White dit ce que les fans veulent entendre. Alors...
Premièrement, il y a Tony Ferguson qui est là et Tony mérite le combat. Bien sûr. Plus que tout le monde. Tony a eu, je pense, il y a eu plusieurs victoires, 13 victoires d'affilée, c'est incroyable. Alors, il mérite le combat et je voulais le faire. Les choses ont changé. Là, maintenant, j'ai 38 ans. Je rajeunis pas. Alors, c'est comme en business. Quand on fait une offre d'affaires à quelqu'un, il a le choix de la prendre l'offre ou la refuser. Ouais. Et là, le UFC l'a refusé. Les choses ont changé depuis. La structure du UFC a changé. Plusieurs choses ont changé. Moi, je ne rajeunis pas. Je deviens de plus en plus vieux aussi. Alors, comme en affaires, tu ne peux pas retourner un an après et dire hey, finalement, l'offre que tu m'as faite, je vais la reprendre. Ouais. Ça ne marche pas comme ça, la business. Et pour la vie d'un athlète, c'est la même chose. Alors, si jamais il y a quelque chose qui se passe et le UFC veut organiser le combat, ils savent où me trouver. Bon, donc tu es quand même disposé à au moins écouter l'offre. Je suis quand même disposé à écouter, je m'entraîne toujours, mais je m'entraîne pas pour la compétition. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je m'entraîne pour le plaisir. Je m'entraîne parce que j'aime m'entraîner. Même si j'avais... Même quand j'ai pas de combat, j'ai dit si, mais j'ai pas de combat de prévu. Je suis à la retraite, je vais toujours m'entraîner jusqu'à la mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Khabib, lui, il veut le combat. J'ai vu quand tu as posté sur Instagram que tu avais fait un jeûne de 3 jours sans eau. Je fais des jeûnes depuis 2 ans. Ça marche très bien, ça. Depuis que j'ai eu des problèmes après le... combat contre Michael Bisping. Contre Michael Bisping. J'ai vu que Khabib te disait, donc si tu fais le jeûne, c'est qu'éventuellement, tu es toujours prêt à descendre à 155 pounds pour m'affronter. Je fais des jeûnes parce que c'est pour ma santé, pour mon bien-être. Je fais pas des jeûnes pour le combat. Et je m'entraîne pas pour le combat, je m'entraîne pour moi-même. Les choses que je fais dans la vie, je les fais pas pour les autres. Peut-être que ça sera coupé au montage, mais depuis que tu étais passé chez Joe Rogan pour nous vanter les bienfaits du jeûne intermittent, je m'y suis mis et je dois avouer que oui, c'est très. On sent, ça aide vraiment à se sentir mieux au fur et à mesure de la journée. Donc bon. On attend de voir ce que l'UFC va te proposer. Moi, j'aimerais te poser une autre question sur... donc, on a parlé du MMA en France, qui va être bientôt légalisé. Je sais que tu connais quand même pas mal de combattants français. Ton avis un petit peu sur les talents qu'on a en France? Je pense à Cyril Gane qui s'entraîne avec Will, qui est un de tes entraîneurs aussi. À ton avis, tu penses que si tu devais choisir un combattant français qui potentiellement peut devenir une superstar à l'UFC, ça serait qui? Je vais en choisir 2. Allez, 2. Ils compétitionnent dans 2 catégories de poids différentes. Il y a Mansour Barnaoui, un talent exceptionnel, il a gagné un tournoi à $1 million. Ouais. Il s'entraîne à Montréal souvent avec nous. C'est un bon ami à moi. D'ailleurs, il s'entraînait avec moi pour la préparation de mon combat contre Michael Bisping. C'est un bon ami à moi et combattant au talent exceptionnel, très, très discipliné aussi. Un modèle à suivre aussi. Il est très jeune et un futur incroyable. Il y a aussi Cyril Gane. Ah oui. Cyril Gane qui combat. Il a combattu beaucoup au Canada. Alors, on le connaît chez moi. Oui, champion poids lourd au TKO. Exactement. Talent incroyable aussi. Je le connais moins personnellement, mais côté talent, il est incroyable. Et il a gagné son dernier combat à l'UFC. Alors, c'est un poids lourd. Soumission, alors que c'est quelqu'un qui vient de la Muay Thai. Exactement. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite pour Cyril Gane. Alors, les 2 combattants, Mansour et Cyril, je leur souhaite bonne chance. En tant que francophone, je vais toujours prendre pour le combattant francophone. C'est comme un peu une confrérie. Les Français, je les appelle mes cousins. Vous êtes mes cousins. Avec plaisir, genre. Et puis alors, il y a un autre combat qui va t'intéresser, c'est le combat contre Kamaru Usman et Colby Covington pour la ceinture des poids welter, qui a longtemps été ta ceinture, la ceinture des 170. Comment tu vois ce combat-là? Est-ce que tu as un favori? Comment tu vois ce combat se dérouler entre 2 combattants qui sont quand même assez similaires? C'est un style très similaire. C'est vrai. Et ça va jouer au corps à corps, je pense, au niveau de la lutte. Je pense qu'au niveau du striking, les 2 sont... Limités. Sont très, très bons au niveau du striking, mais c'est parce que leur jeu se fait au niveau de la lutte. Et au niveau de la lutte, au niveau des projections, ils utilisent beaucoup le même style. Ils aiment aller au corps à corps, pousser l'adversaire contre la cage et travailler de cette façon. Moi, quand je combattais, j'avais un style différent. Je me servais du contrôle des distances pour mettre mes adversaires au sol avec une entrée rapide. Alors, c'est un style différent au mien. Ils ont le même style un peu que Khabib. Ils aiment pousser le combattant contre la cage et travailler de cette façon. Toi, c'était plus dynamique. C'était plus dynamique. C'est pas que c'est meilleur, c'est pas que c'est moins bon, c'est un style différent. On a besoin des 2.
Alors, eux, ils préconisent ce style-là pour les projections. C'est certain que celui qui va gagner la guerre des projections, c'est lui qui va gagner le combat. Celui qui va gagner la guerre à ce niveau-là, parce que les deux, c'est leur force. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer. Mon cœur est avec Kamaru Usman, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est plus respectueux. Je connais aucun des deux combattants, mais c'est sûr, selon ce qu'on voit, de la façon que je peux juger les deux combattants, j'aime mieux Kamaru Usman, il est plus respectueux. Donc, je prends pour Kamaru Usman. Mais ça ne me surprendrait pas que ça l'aide de l'autre côté. Donc, je dirais 50-50. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la division des 170 pounds, des poids welter, que tu aimerais affronter si jamais tu devais revenir? Écoute, je ne veux pas revenir, je suis bien à la retraite, mais la chose qui est la plus excitante pour un combattant, et je parle pas pour tous les combattants, mais un combattant qui est fier, un combattant qui fait ça non seulement pour l'argent, mais qui fait ça aussi pour la légende, pour le legacy, c'est combattre contre quelqu'un qui a un aura d'invincibilité, combattre contre quelqu'un qui semble imbattable. C'est la chose la plus épeurante à faire, mais c'est aussi la chose la plus excitante. Bien sûr. Alors, c'est sûr que plus le combattant semble invincible, c'est ce qui excite un vrai champion. Et moi, je suis pas différent des autres. C'est sûr que en tant que compétiteur, je l'ai toujours dans le cœur. Je suis toujours un compétiteur. Mais il faut être réaliste. Il y a une chose qu'on ne peut pas vaincre, et c'est le temps. Ouais. Il y a beaucoup de combattants qui ont essayé de revenir et ils ont resté dans le sport trop tard. On fait juste penser à la boxe. Mohamed Ali, il y a le Parkinson. Il a pris trop de combats. Ouais. Il aurait dû s'arrêter au top. Mais en tant que combattant, on ne le sait jamais quand il faut s'arrêter. On pense toujours qu'on peut en faire un autre et un autre et un autre. Je pense qu'il faut écouter notre entourage. Et moi, j'ai la chance d'avoir des bons amis avec moi. C'est sûr que si vous me posez la question après un entraînement, je me sens encore au top. Je me sens comme si je me sens que je l'ai encore. Parce que quand je fais le sparring et je tourne avec les combattants actuels qui sont dans la salle, je me sens au top. Par contre, le soir, quand je reviens chez moi ou le matin quand je me lève, si on me pose la même question, la réponse est différente. Bien sûr. Dans la salle de sport, après l'entraînement, je vais vous dire oui, je veux revenir. Ça me tenterait de me battre contre Khabib. Je voudrais me battre contre aussi le gagnant de Kamaru Usman et Cody Covington. Par contre, le soir, quand je reviens chez moi, les choses changent. Bien sûr. J'ai plus besoin de ces drames dans ma vie. Ouais. Et le stress, c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que le stress, maintenant, on sait que c'est la cause de plusieurs maladies. Cancer même. Le cancer et tout. Et moi, c'était pas nécessairement les coups à la tête. Ce que j'avais peur, c'était plus le stress. Je suis quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de dommages en combat. C'est vrai. Et j'étais plus un technicien. Je m'entraîne d'une façon intelligente. J'ai jamais pris de drogue, rien. Donc, mon corps est bien. Je suis en santé et je veux que ça reste comme ça. Je pense que... Allez, il y a 2-3 combats où vraiment tu as pris des coups. Je pense que c'est contre Michael Bisping. Peut-être contre Carlos Condit, qui a quand même... Et souvent prendre... Voilà, mais sinon, c'est vrai que tu étais bon à les éviter, les coups. Le combat qui m'a le plus blessé, ça a été mon combat contre BJ Penn. Bah oui! Ma première victoire contre BJ Penn, ça a été une guerre. J'ai eu aussi... Contre Condit, le coup de pied. Le coup de pied, mais c'est juste un coup de pied. Et il y a Hendricks aussi. Hendricks, je me suis fait ébranler. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, j'ai été chanceux. Et même à l'entraînement, souvent... Je regarde beaucoup de combattants, ils laissent leur carrière dans la salle. Bien sûr, ouais. Ils s'entraînent tôt. Gardez le combat pour le soir du combat. C'est le plus important. Arrêtez de perdre, comme on dit, perdre des plumes dans la salle de sport. Ouais. Allez, d'autres petites questions sur l'actualité. Donc, il y a la nouvelle superstar, on va dire, de l'UFC qui vient de remporter la ceinture consolidée des poids moyens, qui est Israel Adesanya. Ton avis un petit peu sur cet hyper spécialiste qui est probablement un des meilleurs strikers qu'on a vu à l'UFC? Exactement, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui est très fort dans le pied-point debout. Il a un talent exceptionnel. Par contre, j'aimerais voir un combattant qui essaie de le prendre à l'extérieur de sa zone de confort. En lutte. Et on n'a pas vu ça encore. Un petit peu contre Derek Brunson. Derek Brunson, mais quelqu'un qui est bon pour le faire. Derek Brunson, c'est quelqu'un qui est plus un frappeur aussi. J'aimerais ça voir un Jacare ou un Chris Weidman ou
Romero. Romero aussi, c'est quelqu'un qui frappe. C'est un frappeur. C'est pas quelqu'un qui est spécialiste au sol. Alors, quelqu'un qui est bon en jiu-jitsu brésilien. Exactement. Quelqu'un qui a les atouts pour pouvoir le prendre à l'extérieur de sa zone de confort. Et après que j'ai vu ce combat-là, là, je vais pouvoir dire « wow ». Moi, je pense qu'il est exceptionnel, mais je pense aussi que le UFC, côté business, sait comment monter un athlète. Bien sûr. Et c'est normal, c'est le business. Donc il est très charismatique, il est vraiment très fort. Mais j'aimerais ça le voir aussi contre d'autres types de combattants, voir comment il réagit. Georges, je suis obligé de te demander, du coup, t'aimerais l'affronter? T'as été champion des 185. Écoutez, comme je vous dis, moi, je suis à la retraite. Je veux pas affronter personne. Allez, mais le compétiteur à l'intérieur de moi, si je compétitionnais encore, ça serait de compétitionner contre quelqu'un qui semble invincible. Parce que tu sais ce qu'on disait, le combat qu'on aurait tous voulu voir, c'était toi contre Anderson Silva. On dit qu'Israël Adesanya est le nouvel Anderson Silva. C'est vrai. Est-ce qu'on peut penser à un Georges Saint-Pierre, Israël Adesanya? Israël Adesanya, même, j'irais pour dire qu'il est plus spécialisé qu'Anderson Silva l'a été. Qui avait un très bon sol, Anderson. Anderson a un très bon sol. Par contre, le côté du sol, au niveau du grappling, je ne le sais pas. Je pense qu'Anderson peut-être a l'avantage au niveau du grappling. Mais on ne sait pas. Peut-être que tout le monde sous-estime Israël Adesanya et puis qu'il est très bon au sol. On peut pas savoir. On a peut-être vu contre Il y a une seule façon de le savoir. C'est de le faire. C'est de l'amener où on pense qu'il est dans sa zone où il n'est pas confortable. Mais personne n'a été capable de le faire. On a un petit peu vu contre Kelvin Gastelum qui, à un moment, l'amène au sol et Israël est à deux doigts de verrouiller un triangle assez fluide. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai, tu as raison, on attend de le voir face à un gros test. Allez, une autre question sur qu'est-ce que tu penses en fait des déboires de Conor McGregor qui fait plus la une des journaux pour taper des vieils hommes dans des bars, pour casser des téléphones portables que de faire l'actualité dans la cage? Ben, c'est malheureux. C'est quelqu'un qui est jeune, qui est encore dans son prime, comme on dit en anglais. La force de l'âge. Exactement. Mais souvent, c'est le danger, c'est ce qui arrive. Et puis ça m'est arrivé aussi après, quand j'ai gagné mon premier combat de championnat du monde. C'est sûr que j'ai pas fait de conneries au niveau public, mais mentalement, j'avais changé. J'avais pris une surconfiance. Le melon, on dit en français. Exactement. Et c'est le danger. Il ne faut pas que ça arrive. Et puis peut-être c'est ça qui est arrivé à Conor McGregor. Souvent, les gens changent avec le succès. Ouais. L'argent. L'argent, le succès, ça fait changer les gens. Et puis peut-être c'est ce qui est arrivé avec lui. Peut-être qu'il va avoir la chance de se reprendre et de revenir. Tu penses qu'on va le revoir? Je pense que... Je ne sais pas si on va le revoir. Je pense qu'on va le revoir, mais je pense qu'il aime aussi créer des buzz pour garder son whisky relevant, comme on dit en anglais. D'accord. Bon. Et au niveau plus globalement, en fait, sur l'UFC, sur la dimension nouvelle qu'a pris l'UFC, qui a été donc rachetée par WMG, une grosse agence d'entertainment aux États-Unis, qui depuis maintenant est diffusée sur ESPN. Par rapport à ce que tu as connu de l'UFC quand tu étais champion, que tu défendais ta ceinture, et l'UFC de maintenant, qu'est-ce que tu vois comme différence? Maintenant, ça a beaucoup changé. Avant, c'était un peu plus comme une entreprise familiale. Tout le monde se connaissait, c'était très amical. Maintenant, c'est très, très business. Et puis, c'est comme ça. Mais il faut, pour les combattants professionnels à l'UFC, il ne faut pas faire aucune faveur parce qu'on ne va pas en avoir aucune en retour. Il faut qu'ils comprennent les athlètes doivent gérer leur carrière comme une business. Et souvent, c'est pas ce qu'ils font, malheureusement. Allez, j'ai deux dernières questions pour toi, Georges. La première, c'est on sait qu'il y a beaucoup de combattants qui vous ont rejoint à Tristar, à Montréal, au Canada. Oui. Kevin Lee, Tyron Woodley qui veut venir s'entraîner avec ton entraîneur principal, Firas Zahabi. Comment ça s'est passé un petit peu d'accueillir des nouveaux talents comme ça? Est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça stimule un autre de tes partenaires d'entraînement qui est Rory McDonald, qui réussit très bien au Bellator? Comment tu vis un petit peu cet afflux de talents chez Tristar? C'est pas la première fois qu'on a des gens qui viennent au Tristar. Ça fait longtemps que ça se passe. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir des gens de l'extérieur, pouvoir échanger et de s'entraîner. Et puis, je pense que c'est la force du Tristar. Il y a plusieurs années au Tristar, quand je m'entraînais, je manquais de partenaires d'entraînement. Mes partenaires d'entraînement, à l'époque, étaient des gens qui avaient du travail normal. C'était un ingénieur, un autre, il travaillait en construction, un autre, c'était un concierge ou peu importe. Donc, c'était des gens qui s'entraînaient avec moi,
Et après, il partait travailler. Mais c'est normal aussi. C'est la vie. Mais maintenant, c'est vraiment rendu une salle où il y a des combattants professionnels qui font ça à temps plein. Donc, c'est très bien. Ça change la dynamique et le niveau a beaucoup augmenté. Très bien. Et alors, on va revenir un petit peu pour conclure sur ton livre. Quel est le message principal que tu voudrais faire ressortir de ce livre que tu nous publies là en France? Mais c'est un livre Sens du combat. C'est un livre qu'on peut lire et s'en servir pour savoir comment gérer la peur et le stress et utiliser ça et le mettre de notre côté pour pouvoir mieux performer, que ce soit en sport, en affaires, en amour, dans la vie en général. Exactement. Eh bien, écoute, Georges, allez, je ne peux pas m'empêcher, j'ai quand même une dernière petite question pour toi. Il y a un gros combat qui va arriver entre Nate Diaz et Jorge Masvidal. Pour une ceinture qui va être créée à l'occasion. Tout le monde attend ce combat, même en France, qui n'est pas forcément un pays ultra spécialisé en MMA, les gens en parlent. Comment tu vois ce combat? J'attends aussi. C'est un combat de qui est le plus méchant. Je l'attends aussi, c'est sûr que c'est un combat que je vais regarder. Je regarde pas tous les combats maintenant, parce qu'il y en a trop. Mais je regarde ceux qui m'intéressent. Et ça, c'est un combat qui m'intéresse. Je pense que si c'est un combat qui se déroule rapidement et qui se finit rapidement, ça va être Jorge Masvidal qui va gagner. Mais par contre, si c'est un combat qui va à distance... Une guerre. Et que c'est une guerre, c'est un rythme un peu plus lent, mais plus long, c'est Nate Diaz qui va gagner. Eh bien, écoute, Georges, c'était vraiment un honneur et un plaisir de t'avoir avec nous. On te remercie encore. Mais c'est moi qui vous remercie. Maintenant, la grande nouvelle, c'est que le MMA va être légal en France. C'est dommage. J'aurais aimé que ça se fasse plus tôt. Moi, ça a toujours été un de mes rêves de combattre en France. Et puis, j'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont avoir l'occasion de le faire. Georges, moi, je ne crois pas que tu es vraiment retraité. Peut-être qu'on te verra combattre à Paris. Et en tout cas, tu es toujours le bienvenu chez RMC Sport pour quoi que ce soit. C'est gentil. Merci à tous mes supporters français pour leur support.